Alors, bonjour à tous. Nous voici donc pour la première interview sur le TDAH et nous avons la grande chance donc d'accueillir Hélène Jacques, donc qui est psychologue spécialisée en neuropsychologie. Donc, bonjour Hélène. Bonjour. Et on va pouvoir donc discuter tous les deux de manière décontractée vraiment sur le TDAH j'ai préparé quelques petites questions évidemment sur le sujet. Donc Hélène a reçu avant, elle s'est déjà un peu préparée aussi par rapport à ça. Et donc on va pouvoir justement échanger sur le TDAH, sur différentes questions que je poserai donc dans les différentes interviews qui vont arriver, de la même façon à toutes les personnes que je vais contacter. Donc pour cette première, je vais laisser la parole à Hélène et donc aussi de la remercier de participer et d'être la première vraiment à être sur le grill de cette interview. Et je vais la laisser se présenter rapidement. Quelle pression. Alors, donc du coup, voilà, moi je suis, donc comme disait Sébastien, neuropsychologue. Alors pour le moment, je travaille dans un hôpital, donc à la clinique Saint-Pierre à Autigny, dans une équipe pluridisciplinaire. Donc on a deux pôles, un pôle qui fait des bilans ambulatoires et un pôle qui fait des bilans en hospitalisation. Et donc, moi, je gère pour le moment plus la partie hospitalisation. Donc, on est vraiment dans du cas pédopsychiatrique. Et mon rôle, c'est d'évaluer les fonctions cognitives de ces patients en fonction de leur situation au moment où, où on les voit ou au moment de l'hospitalisation. Alors, ce qui m'a amené à arriver à l'hôpital, c'est que donc, j'ai fait des études quand même de psychologie, heureusement, avec l'orientation en neuropsychologie. Et à la fin de mes études, j'ai d'abord fait le choix de partir sur la voie de la recherche. Et donc, j'ai fait 5 années de recherche à l'université de Louvain-la-Neuve. Et voilà, au terme de ces 5 années de recherche, voilà, j'avais vraiment un attrait pour la clinique, même si voilà, j'ai vraiment la recherche me tient à cœur et je pense vraiment qu'il doit y avoir une collaboration entre recherche et clinique pour faire un travail efficace. C'est vrai que voilà, je ne suis probablement pas une chercheuse dans l'âme et la clinique me manquait terriblement. Et donc, voilà, j'ai d'abord été en observation parce que c'est vrai que pour moi, la clinique, du coup, était très, très loin. J'ai été en observation donc, chez des amis, chez des collègues qui forcément, eux, entre-temps, avaient eu le temps de se faire de l'expérience. Et puis, petit à petit, je me suis lancée donc, comme neuropsychologue indépendante. Et donc, j'ai d'abord travaillé dans des centres, dans un centre, puis un deuxième, et puis un peu à la maison. Et puis maintenant, voilà, donc, je ne suis plus qu'à l'hôpital. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, j'ai comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Un intérêt particulier pour la transmission. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai des projets comme par exemple Neurotransmetteur, qui est vraiment un projet de transmission justement de données scientifiques. On est encore au début, mais donc voilà, on a en tout cas plein d'idées derrière la tête. Je donne aussi 2 petits cours à l'Université de Mons parce que ça me tient à cœur aussi de pouvoir aller partager notre expérience clinique de terrain avec les étudiants à l'université. Voilà, je pense que ça fait pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. C'était déjà un beau parcours entre la recherche, la clinique, l'hospitalier, la diffusion Voilà, d'informations et donner des cours. Oui, je pense que tu as voilà, déjà c'est pas mal. un beau parcours. Je reviens vite sur Neurotransmetteur, effectivement. Je mettrai le lien vers la Super. page dans la vidéo pour orienter. Notamment, on vous en reparlera à la fin de la vidéo, mais sur l'organisation d'un colloque aussi, début mai, sur le haut potentiel intellectuel. Donc, on aura l'occasion Exact. de revenir dessus et de pouvoir vous en parler de manière plus approfondie, étant donné que c'est pas un secret, mais je participe à l'organisation avec Hélène et Judith, d'ailleurs, que vous verrez prochainement aussi dans une autre interview. La boucle est bouclée. Bien, mais en tout cas, super pour le parcours. Déjà, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, effectivement, ce passage de la recherche à la clinique, beaucoup de personnes s'interrogent notamment justement sur ce lien qui est indispensable. Enfin, je pense qu'on en a déjà assez discuté tous Oui, les deux pour bien imaginer que c'est très difficile d'imaginer la clinique aujourd'hui sans la recherche et inversement, difficile d'imaginer la recherche sans les aspects cliniques. tout à fait. Ce lien-là que tu as déjà mis en évidence. Bien, donc l'objectif entre nous, justement te poser en gros 15 questions sur le TDAH
et de voir un petit peu, ben, toi, quel est ton avis, quelle est ta position par rapport à ça. Donc, vraiment, sens-toi libre. C'est toi qui vois un peu ce que tu veux en dire, ce que tu en as, ce que tu en sais. N'hésite pas à dire aussi à certains moments s'il y a des choses ben, sur lesquelles ben, là tu sais pas, voilà, tu sais pas Ouais, comment te pas placer. de Il n'y a pas de souci. problème par rapport à ça, évidemment. C'est vraiment une thématique qui, à mon sens, et c'est pour ça que je voulais faire ces interviews, beaucoup de personnes en parlent et au final, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations et qu'on ne sait pas toujours où se situent les professionnels par rapport à ces informations. On ne sait pas toujours où se situent les parents par rapport à ces informations, ni les enseignants. Et donc, l'objectif, ben, ça va être d'essayer de balayer l'ensemble des personnes sur ce sujet. Super. Bien. Alors, mais comme première question, j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené, toi, en fait, dans ta vie, dans ta carrière en tant que psychologue, au TDAH? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a des événements particuliers, des patients qui t'ont dit, là, il faut que je creuse? Alors, moi, je dirais que clairement, là, le rôle peut-être de l'UNIF a eu une place, enfin, l'UNIF a eu un grand rôle en tout cas, parce que c'est vrai que le TDAH, en tout cas à l'époque où moi j'ai fait mes études, c'était un peu le trouble dont on parlait et ça devenait quand même de plus en plus à la mode. Il y avait quand même, enfin oui, il y a eu un effet de mode vraiment de dire chaque enfant difficile finalement est un enfant qui a un TDAH. Et donc, je pense que voilà, j'ai pas l'impression que ça a été un vrai choix. Je pense que c'est venu aussi à moi par la fréquence des demandes. Et c'est vrai que quand je me suis installée, du coup, ben, comme clinicienne indépendante, ben, voilà, c'est vrai que les premières demandes, elles arrivaient via soit des enseignants, soit via des parents qui venaient avec des plaintes intentionnelles ou des plaintes de concentration. Et donc, c'est vrai que par la force des choses, j'ai dû m'y intéresser et beaucoup plus qu'une dyspraxie, par exemple, qui est quand même, voilà, qui arrive moins fréquemment en consultation. Donc, c'est vrai que je pense que c'est pas un vrai choix. Après, évidemment, voilà, ça reste un domaine qui me passionne et donc je reste convaincue il faut s'intéresser aux plaintes que les patients amènent. Oui. Donc voilà, mais donc c'est vrai que je pense qu'à l'époque, en tout cas, on en parlait beaucoup. C'est probablement une période aussi où il y a eu voilà, une augmentation des recherches. Enfin, je ne connais pas au niveau statistique s'il y en a eu plus ou pas à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui a été fortement étudié à cette période-là. C'est vrai que par rapport à ça, on a quasiment fait nos études pratiquement en même temps. Ouais. Moi, c'est vrai que le TDAH, c'est pas quelque chose dont j'ai entendu énormément parler à l'UNIF, pour le coup. Et c'est Ouais. vrai que c'est en arrivant sur le terrain où, Oui, ben, comme toi, c'était le nombre de demandes, effectivement, oui, qui sont arrivées d'un coup en disant, voilà, ils ont des problèmes d'attention. Et souvent, ce raccourci entre problème d'attention, TDAH, qui était tout à quand même fait. assez mis en Ouais. évidence. Oui, ou enfant difficile, quoi, de manière générale. Enfant difficile, un problème de comportement, hop, TDAH, quoi. C'était. Voilà, donc c'est vrai que après, quand je dis à l'UNIF, c'est juste parce que je pense qu'en termes de cas, vraiment, on manquait d'exemples. On a quand même voilà, une formation qui est très théorique à l'université. Et donc, euh, moi, j'ai eu le sentiment que c'est bon, c'est peut-être un hasard, hein, que c'est peut-être ces cas-là qui m'ont été présentés. Mais voilà, déjà, on m'a parlé beaucoup plus de la neuropsychologie adulte que de la neuropsychologie enfant. Donc ça, c'est clair que mes connaissances étaient limitées aussi au niveau pédiatrique. Mais voilà. Je pense que, comme tu dis, c'est vraiment en pratique, c'était inévitable, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Une fois qu'on s'installe, on n'a pas vraiment ce choix par rapport. Voilà. Oui, on prend ce qui vient. Bien. Donc vraiment, cette idée d'être confronté au TDAH. Alors, ben, ça amène la deuxième question, c'est de se dire effectivement, en tant que professionnel, c'est vrai que quand on est confronté à quand même pas mal de cas sur un sujet en particulier, on a une tendance quand même à s'y intéresser, à aller regarder un petit peu plus ce que c'est, parce que c'est vrai que si on s'appuie, je ne sais pas dans ton cas, mais moi le TDAH par exemple, encore une fois dans ma formation, on en a très peu parlé Mhm. théoriquement. Donc, si on en a parlé, allez, si je tape très large, j'ai dû avoir une heure, peut-être 2 heures sur le sujet à l'université dans ma formation. Et sincèrement, je pense que je compte très large. Et donc, quand on a cette demande, ben forcément, on est obligé d'aller creuser pour vraiment comprendre ce que c'est. Et donc, s'il y avait une découverte, une chose, toi, justement, dans cette compréhension du TDAH qui t'a marqué ces 10 dernières années,
Ce serait quoi? Alors, avant de répondre à ta question, c'est parce qu'en réfléchissant, on a dit que c'était spontané, hein, l'entretien. Vas-y, Du coup, effectivement, vas-y. en fait, je suis en train de réaliser, j'ai peut-être pas très bien exprimé ce que je voulais dire par rapport à l'UNIF, mais dans le sens où, effectivement, je pense que quand je suis sortie de l'UNIF, je ne savais pas ce que c'était réellement un TDAH en termes de symptômes et de critères diagnostiques. Là, c'est clair et net. Par contre, quand on parlait des troubles, on revenait souvent avec cette idée qu'il y a le TDAH, quoi. Donc, c'est plutôt dans cette idée-là. Mais c'est clair que moi, si je dois être tout à fait honnête, une des premières, la première formation que j'ai voulu, que j'ai fait quand je suis sortie donc de ma thèse, c'est que, enfin de mes années de recherche puisque je n'ai pas défendu ma thèse, mais c'est une formation justement sur la prise en charge du TDAH. Et je vois encore les deux formatrices qui se reconnaîtront peut-être si elles m'écoutent, mais demander aux participants, ben voilà, c'est quoi un TDAH, c'est quoi les critères d'un TDAH. Et voilà, si je dois être tout à fait honnête, eh bien, je ne savais pas. Donc, oui, je savais qu'il y avait un symptôme d'inattention et d'impulsivité ou, enfin, voilà, quelque chose lié à l'hyperactivité, mais ce n'était pas du tout clair pour moi. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quand même questionnant. Et du coup, ben, voilà, moi, j'ai eu cette première formation sur le TDAH qui m'a quand même remis un peu, même si c'était probablement pas suffisant, je veux dire, c'était quand même déjà complet en termes allez, de critères de base, quoi. Enfin, je dirais en tout cas au niveau théorique. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Mais alors, oui, c'est ça. Donc, pour revenir à ta question, je pense que du coup, j'avais une idée très mécanique du TDAH, en tout cas très cognitive en termes de fonction exécutive, de fonction attentionnelle et qu'est-ce que je pourrais dire, même au niveau du diagnostic, ben, un peu la manière dont on nous l'apprend, bon, en tout cas en Belgique, très psychométrique, quoi. C'est, en gros, tu réussis telle épreuve, c'est que tu n'as pas de problème d'attention, tu rates, tu as un problème d'attention. Ou en tout cas, si tu rates l'épreuve d'attention visuelle, plus l'épreuve d'inhibition cognitive, plus la figure de Ré, alors là, tu es d'office TDAH, quoi. Et donc, il y avait un truc comme ça très, très réducteur. Et donc, moi, je dirais que ma grosse découverte, mais bon, après, forcément, tu te poses la question sur les 10 dernières années, mais comme ça fait pas 10 ans que je pratique, ben, c'est tout l'aspect beaucoup plus, toute la sphère affective, quoi, toute la sphère affective et émotionnelle. Et ça, pour moi, ça a été une vraie révélation quand j'ai commencé à creuser un peu plus le TDAH, c'est de me rendre compte que, ben, en fait, je me suis littéralement dit à un moment donné, merde, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de soi-disant évaluer un enfant pour orienter un diagnostic, donc pas, comme de nouveau en Belgique, on ne pose pas le diagnostic en tant que neuropsy, mais en tout cas pour orienter ce diagnostic. Et qu'est-ce que je fais? Je fais des épreuves psychométriques, quoi. Et donc là, et je ne tiens pas compte de la sphère affective de l'enfant. Alors oui, on pose évidemment quelques questions d'anamnèse qui nous permettent de nous guider ou en tout cas d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur le patient. Mais clairement, je ne tenais pas compte de ça comme étant des critères. Et donc ça, je pense que ça, à un moment donné, ça a percuté où je me suis dit, oui, là, je ne suis pas du tout dans le bon, quoi. En gros, je n'ai pas du tout été formée à évaluer correctement un potentiel trouble de l'attention. Donc voilà, vraiment, ma réponse, c'est l'affectif, l'émotionnel. Et clairement, je pense que ma pratique en milieu hospitalier m'a aussi fort à confirmer tout ça. J'y faisais du coup déjà attention avant, mais c'est vrai que le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire dans une équipe franchement, voilà, qui est vraiment compétente avec un regard justement psy, pédopsie, un regard qui soit aussi un peu d'ailleurs psychanalytique, systémique, enfin voilà, je pense que ça m'aide vraiment à garder cet esprit toujours d'analyse globale du patient, quoi. Oui, et c'est vrai que je te rejoins sur ce principe, hein, c'est de se dire que on est plutôt formé à nous dire qu'on va pouvoir détecter un TDAH au travers des épreuves psychométriques, alors que, a priori, en tout cas les données qu'on a aujourd'hui ne montrent pas du tout ça, que du contraire. C'est toujours important de le rappeler, de cet aspect qu'il y a beaucoup d'enfants qui présentent un diagnostic de TDAH qui réussissent très très bien les épreuves psychométriques. Ouais. Donc on a pas mal de données là-dessus. Selon les épreuves qu'on utilise, vous pouvez avoir un patient sur 3, voire un patient sur 2 qui réussit très bien les épreuves. Et donc de partir de cette psychométrie pour aller affirmer ou infirmer un TDAH, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement exclu par la littérature
et qui continue parfois à être enseigné à l'université. Et Oui, ou qui est encore tout à fait pratiqué, en tout cas, en tout cas en Belgique, par nos neuropsychologues, ça c'est clair. donc c'est vrai que c'est important aussi de le noter. Et c'est intéressant cet aspect justement de sphère émotionnelle, parce que on a pas mal d'auteurs qui travaillent là-dessus, et en Belgique, on en a aussi. Donc, si on prend simplement une collègue, Marine Houssa, qui travaille à l'UCL et qui travaille notamment sur la régulation émotionnelle, pas spécifiquement dans le TDAH, mais qui a quand même un regard dessus, et qui s'inscrit aussi dans le regard de pas mal d'auteurs, de chercheurs sur le sujet, sur la dysrégulation émotionnelle, sur le fait justement de ce manque, cette espèce d'en de scie, cette montagne russe émotionnelle qui peut apparaître en lien avec les fonctions exécutives, notamment dans le TDAH, et qui, encore aujourd'hui, ne rentre pas dans les critères du diagnostic. Ça, c'est vrai que c'est assez particulier. On a toute une série d'articles, par exemple, enfin, une personne, moi, que j'admire vraiment dans le sujet, c'est Russell Barclay, évidemment, qui a écrit énormément et qui, lui, regrette d'ailleurs que la dysrégulation émotionnelle ne fasse pas partie des critères de diagnostic du TDAH, mais qui ne doute pas que ça devrait apparaître dans le temps, en fait. C'est quelque chose qui est assez normal. Et en fait, je trouve qu'en pratique, donc vraiment de manière concrète, moi, ce qui m'a aussi amené à faire, enfin voilà, à porter vraiment ce regard sur la sphère émotionnelle chez les enfants. Alors, c'est tout simplement suite à un échange aussi avec le docteur Oswald, qui est donc quand même spécialisé dans le TDAH adulte. Et c'est vrai que voilà, il y avait dans sa démarche, vraiment toute la démarche justement de la sphère émotionnelle. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que chez l'adulte on s'interroge si fort à tout ça, alors que chez l'enfant, on ne pose pas la moindre question sur la régulation émotionnelle. Et donc, voilà, de nouveau, ça a été toutes des rencontres, ça a été chaque fois des petites étapes qui m'ont permis vraiment je pense aujourd'hui d'avoir une vue en tout cas plus globale et moins enfermante en fait dans des critères qui pour moi n'en sont pas déjà et surtout qui peuvent nous amener à faire des erreurs en fait vraiment. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des rencontres aussi qui sont importantes parce que ça nous permet de sortir aussi de nos sphères un peu, aller regarder un peu ce qui se passe avec les adolescents, avec les adultes. Enfin, c'est aussi comprendre le mécanisme. Un TDAH, c'est pas quelque chose qui n'arrive qu'à une certaine période de la vie, même si on voit que ça peut, c'est même pas que ça peut, c'est que c'est. Je pense que moi ça a été un peu toutes ces petites étapes, ces petites rencontres qui m'ont permis de aussi prendre plus en considération toute la sphère affective et émotionnelle. Et de personnalité aussi, j'ai envie de dire. Parce qu'à l'hôpital, il y a aussi tous les troubles de personnalité qui viennent aussi interférer. Et ça, je pense, entre autres, quand nous, on s'est rencontrés, Seb, c'est que je pense que c'était quelque chose qui m'a beaucoup chipoté aussi, cette idée de psychopathologie pour laquelle, là, pour le coup, j'avais aucune connaissance. J'ai eu très, très peu de cours. Si j'ai eu un cours à l'UNIF, je crois que c'est beaucoup. Alors qu'en fait, c'est la base, quoi. Pour le diagnostic différentiel, il faut qu'on ait cette ouverture vers la psychopathologie. Et de nouveau, voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai eu un attrait un peu plus particulier pour le moment. Ouais. Ok. Et c'est intéressant justement que tu exprimes justement cette évolution dans le temps, parce que entre ce que tu as eu à l'université, entre ce que tu as pu rencontrer au début, au final, dans ta pratique, mais aussi à l'hôpital, c'est de se dire que ça a évolué. Et donc, ça me permet en fait de rebondir un petit peu. Est-ce que tu penses que le regard qui est posé sur le TDAH, qui est parfois positif, parfois négatif, est-ce que tu penses qu'il a évolué avec le temps? Est-ce que tu penses qu'il y a plus de reconnaissance, moins de reconnaissance? Est-ce que ça a bougé selon ce que toi tu rencontres notamment? Ouais, mais donc du coup, là, c'est une réponse hyper biaisée puisqu'elle ne dépend que de moi et de ma perception. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit changement. Mais il y a aussi, je sais pas en fait, je sais pas si c'est positif, je sais pas si c'est négatif. J'ai l'impression qu'il y a un changement parce qu'il y a ce haut potentiel intellectuel qui est aussi en train de prendre qui est en train de prendre le devant de la scène. Que donc les enfants qu'on étiquetait de TDAH parce qu'ils avaient des comportements difficiles, maintenant on dit qu'en fait c'est parce qu'ils sont HPI. Donc on n'est pas mieux, enfin voilà, c'est pas une meilleure direction qu'on prend. Mais du coup,
moi, j'ai l'impression que ce qui est embêtant avec ce TDAH, en tout cas tel qu'il est décrit aujourd'hui au grand public, c'est que ça en devient, il en a perdu un peu de crédibilité, quoi. C'est que, enfin, il y a des enfants qui ont vraiment un TDAH, quoi. Il faut pas l'oublier, ça existe. Et le problème, c'est que pour ceux-là, c'est un peu, ah oui, il est encore TDAH, quoi. Et donc, voilà, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut-être là, c'est l'évolution négative, entre guillemets, de la médiatisation, du fait que, bah, il y a peut-être plus de recherches, on en parle plus. Mais je trouve qu'il y a un délai tellement énorme entre ce qu'on sait de la recherche et ce qu'enfin on va pouvoir lire ou voir dans le grand public, que voilà, ça en est parfois un peu fatigant. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, attendons, quoi, voyons encore dans 5-10 ans ce qu'on en dira. Là, voilà, on aura les conséquences positives peut-être de ce qui est en train de se jouer maintenant, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que je pense que ça a vraiment évolué. Parce que les réponses que j'avais d'autres collègues, et ainsi de suite avant, c'était oui, mais tu sais, en francophonie, la psychanalyse va dire, mais au final, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a l'impression que ça existe trop. C'est Oui, tout à fait. un sentiment, moi, que j'avais, c'est de cette idée de la surabondance aussi, des fois, et de ce manque de discernement qu'on peut avoir entre des problèmes d'attention et un trouble de l'attention. Mhm, Problèmes d'attention peuvent être présents dans tout plein à de fait. différents. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient quand même pas mal. C'est peut-être cette évolution, effectivement, un peu Ben, plus. j'ose espérer que, voilà, entre autres, par les nombreuses démarches qui sont, enfin, qu'on peut trouver maintenant, de conférences en ligne, voilà, enfin, de neurotransmetteurs, par exemple. Enfin, voilà, j'ose espérer que les informations vont être de mieux en mieux diffusées, en tout cas les bonnes informations. Et c'est vrai que, voilà, c'est important, quoi, en tout cas, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir tenir compte du fait que, ben, oui, ça existe, quoi, ça existe et c'est pas qu'une grosse blague, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, ça fait pile le raccord avec la question suivante. C'est pendant longtemps, on a considéré que c'était un mythe. Et Mhm. à ton avis, qu'est-ce qui a été le plus préjudiciable au final dans cette reconnaissance du TDAH dans le temps? C'est-à-dire que moi, je rencontre encore pas mal de personnes qui pensent vraiment que ça n'existe pas ou des gens qui se battent pour essayer d'avoir cette reconnaissance. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un mythe qui a vraiment impacté Moi, je pense que le mythe de l'enfant difficile, enfin, si on peut dire que c'est un mythe, mais l'enfant à comportement difficile qui est forcément TDAH, c'est terrible, quoi. Ça veut dire que le moindre enfant qui est agité, le moindre enfant qui a peut-être justement des difficultés émotionnelles, mais qui ne sont pas liées au TDAH, mais là, le diagnostic différentiel est évidemment très compliqué, hein, mais je pense que oui, l'enfant. En fait, je dirais vraiment le mythe du TDA avec le H, quoi. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est quelque chose que qu'on ne différencie pas suffisamment. Il existe des TDA, A, juste A, sans forcément avoir un comportement. Moi, j'avais cette idée un peu quand je suis sortie de l'UNIF, quoi. C'est qu'un TDAH, c'était forcément un gamin qui allait me démonter mon bureau, quoi. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'avais ça en tête. Ben, en fait, non, ça peut être un gamin qui va juste secouer son pied, agiter sa doigt, ses mains, chipoter, ou peut-être pas, en fait, peut-être juste pas du tout. Et donc, voilà, ça, je pense qu'il y a un peu un mythe autour de ça. Et c'est dommage parce que, de nouveau, aussi bien pour l'enfant, entre guillemets, normal que pathologique, c'est qu'il y a un panel de possibilités, quoi. Un enfant agité, ça peut être un enfant qui a, je sais pas, moi, je vais prendre dans les cas que je peux voir à l'hôpital, qui a une structure psychique type un peu entrée en psychose, ou, enfin, voilà, ou même TSA. On peut avoir un enfant agité, ben, qui est hyper agité parce qu'il a été abusé et que ça fait des années qu'il est abusé et que ça n'a pas été mis en évidence et que du coup c'est un enfant qui est incapable de s'ancrer. Un enfant qui est agité, ça peut être plein de choses, quoi. La mobilisation cognitive, elle n'est pas uniquement liée à nos neurotransmetteurs qui fonctionnent bien ou pas bien, quoi, pour le dire un peu en résumé. Donc je pense que voilà, et c'est la confusion qu'on peut parfois avoir. Je me pose souvent la question pour moi d'ailleurs, est-ce que je suis vraiment TDAH ou est-ce que je suis juste un peu agitée? Mais donc, voilà, je pense que ça, c'est quand même un peu un mythe qui est pas facile parce que voilà, j'en conviens, la théorie est pas évidente là-dessus non plus, hein, donc, Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent justement ces questions de savoir. Euh, on a parfois cette difficulté à saisir le fait qu'un enfant peut avoir un trouble de l'attention et pas être agité, pas être impulsif, ou en tout mhm, cas l'être moins. C'est-à-dire que comparé à l'inattention qu'il a, mhm, il l'est souvent beaucoup moins. Donc, c'est pas ça qui est au premier plan. Et on va avoir tendance
alors qu'on sait aujourd'hui que c'est la catégorie qui est la plus représentée. C'est-à-dire que c'est la Ouais. moins bruyante, parce que c'est sûr qu'un hyperactif, on le repère, c'est pas, voilà, il va être dérangeant. Là où l'inattention est moins dérangeante, et pourtant c'est celle qui est la plus présente et qui peut avoir un impact, effectivement, assez massif dans l'évolution, aussi bien de l'enfant sur les premiers apprentissages scolaires, l'adolescent également avec ses relations sociales, l'adulte avec sa profession également. Et donc on sait qu'en termes de retentissement, cet aspect peut vraiment être assez compliqué également. C'est vrai Ouais. que c'est intéressant de voir cet aspect-là et de ne pas les rater, quoi. Parce Bah que, oui, oui, c'est clair, oui. mais En de ne pas avoir l'attribuer spécifiquement au TDAH parce que ça peut avoir vraiment plein d'autres raisons. Donc, tout à fait. ouais. C'est vrai que ces dernières années, la recherche a vraiment, vraiment évolué. Tu le disais, donc on a eu cette évolution hein, aussi autour des émotions, des aspects personnalité dont tu parlais. Tu donnes cours à l'université. Si, si tu avais devant toi un panel d'étudiants qui te disent moi j'ai envie de faire de la recherche dans le cadre du TDAH, vers quel type de recherche tu les orienterais? Dans quel domaine tu vas essayer de les orienter? Donc qu'est-ce qui pour toi, à ce jour, au final, n'a pas encore assez d'infos, peut-être, pour permettre d'être utile aux cliniciens que nous sommes? C'est-à-dire que la recherche doit nous aider en clinique, donc comment ils pourraient nous aider, les étudiants? Ben justement, moi, ben bon, après, de nouveau, hein, c'est biaisé par mes intérêts personnels, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie vraiment que coexiste, entre guillemets, recherche d'un point de vue vraiment neurodéveloppemental, quoi. Voilà. Et psychisme et personnalité et sphère affective, je ne sais même pas comment le nommer, mais en tout cas prendre en compte le patient ou la personne dans sa globalité et donc faire une recherche qui prenne aussi en compte tout ça. Alors évidemment que c'est hyper complexe parce que du coup, ben, c'est quand même beaucoup de variables à contrôler, mais en tout cas de pouvoir ouais, tenir compte de l'imbrication, on va dire, des sphères, quoi. Et ce que je dirais surtout, c'est, je leur donnerais notre petit résumé sur les biais, quand même, qu'ils soient les biais cognitifs ou les biais scientifiques, voilà, dans le recrutement, etc. C'est très, très compliqué. Et de nouveau, en fait, faire de la recherche sur un TDAH, ben, ça demande un diagnostic hyper précis parce que si on veut en faire des conclusions, ça veut dire qu'on est sûr, enfin, j'ose espérer qu'on est sûr que le patient qu'on étudie est un vrai, on va dire, TDAH. Et que ce ne sont pas des symptômes d'autre chose. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut avoir tellement de cas aussi avec des symptômes de TDAH, mais de nouveau, comme on l'a dit, qui ne sont pas l'origine, n'est pas le TDAH, mais c'en est une conséquence, quoi. Ouais. Et ça me fait penser, oui, mais en fait, quand j'ai commencé enfin, dans mon parcours de thèse, j'ai à un moment donné travaillé sur justement les enfants dysphasiques. Et ça a été très décourageant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ben, la plupart des dysphasiques que j'allais voir qui étaient censés être dysphasiques, puisqu'ils étaient mis en classe de langage dans des écoles spécialisées, ben, en fait, ils n'étaient pas dysphasiques. Il y avait un gap énorme entre la définition de la dysphasie au niveau scientifique et donc ce que moi je recherchais, donc une catégorisation assez claire au niveau scientifique de ce qu'était la dysphasie et ce que je trouvais dans enfin, concrètement, quoi, dans les écoles. En fait, dans les écoles, les classes de langage pour enfants dysphasiques, c'était aussi des classes pour toutes sortes de patients avec comme conséquence des troubles du langage, quoi. Donc, le TDAH, ça va être la même chose. C'est qu'on va avoir une définition claire et précise sur le patient TDAH qu'on veut étudier et qu'on veut, voilà, sur lequel on veut faire une recherche. Mais alors, est-ce que concrètement, on va pouvoir trouver ce patient idéal ou ce sujet, puisque du coup, on l'appelle sujet idéal. Donc, voilà, je trouve que c'est très compliqué. Je souhaite beaucoup de courage à tous les chercheurs qui travaillent sur le TDAH. C'est vrai que ça fait réfléchir à un point, c'est que par exemple, à toutes les personnes qui lisent sur le sujet du TDAH, je les encourage aussi à bien lire la partie participant des sujets justement des études, parce que c'est pas parce qu'il est indiqué dans le titre de l'article que c'est sur du TDAH que forcément tous les participants de l'étude le sont. Ah oui, la population, oui. J'ai découvert ça petit à petit, hein, et j'ai découvert ça notamment
quand j'ai fait le diplôme universitaire sur le TDAH à Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'études en fait où le titre c'est impact TDAH X ou Y, et que dans les participants, ce qu'ils notent, c'est des patients avec des symptômes de TDAH. Donc effectivement, ils font passer des échelles, et ils se basent sur les résultats aux échelles de symptomatologie TDAH. Les symptômes n'est pas égal à, donc le symptôme, ce n'est pas le trouble. Et en fait, leurs participants ont une symptomatologie de TDAH, mais ils ne le sont pas forcément, ils n'ont pas tous un diagnostic. Et donc, faire attention parce qu'il y a quelques recherches quand même où on fait des raccourcis des fois entre oui, le TDAH, alors que la plupart des participants, comme tu le dis, ben, en fait, ils ont des symptômes d'eux. C'est-à-dire que la constitution de l'échantillon n'est pas forcément optimale, on va dire. Tout à fait. Ben, c'est comme les biais de recrutement dans les études sur le haut potentiel, quoi. C'est ça, c'est exactement la même chose. Donc, faites attention à ça si vous nous écoutez par rapport à ces recherches, en tout cas. Oui, et c'est pas évident parce que sincèrement, enfin voilà, moi comme je le dis un peu, enfin, je le dis régulièrement, depuis ces 5 années de recherche, je dois bien avouer que j'ai pas ouvert beaucoup de revues scientifiques parce que voilà, j'en fais un petit blocage personnel. Mais je me réfère à Sébastien Horard qui fait ses méta-analyses pour moi. Mais donc, non, mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est pas forcément évident de lire un article scientifique. Je peux le concevoir, que tout le monde n'ait pas envie de se pencher là-dessus. Mais du coup, voilà, ne fût-ce que d'avoir juste la pensée, quoi. Juste pouvoir se dire, OK, je sais que je dois être vigilante dans ce que je lis, parfois même dans des études hyper vulgarisées où finalement on n'a même plus la méthodo et donc on ne sait même plus, voilà, on ne sait même plus ce qui. Oula, pardon, j'ai mon ordinateur qui fait des trucs bizarres. On ne sait même plus finalement sur quoi on se base et hop, on en fait des conclusions. Voilà. Et c'est comme ça pour tout, dans tous les domaines. Moi, c'est comme les articles de presse, voilà. C'est ça, c'est vraiment la même Même chose. combat. Je pense avec la période Covid-19, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû se rendre compte Exactement. de ces aspects-là aujourd'hui. Et que, en même temps, il faut réussir à faire confiance aussi aux scientifiques à certains moments et pas se prendre pour des scientifiques. Moi, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué pendant cette période-ci, c'est que j'ai découvert que plein de gens que je connaissais étaient en fait épidémiologues, médecins spécialistes, référents dans Oui. des trucs, alors qu'ils n'ont jamais fait d'études dans le cas, hein, mais, mais c'était assez particulier. Je vois. Ok, donc on a vraiment cet aspect, cette première partie vraiment plutôt comment tu es arrivé au TDAH et ainsi de suite. Je pense que ce qui va intéresser aussi les gens, c'est l'après. C'est-à-dire, c'est très bien de pouvoir poser le diagnostic, c'est très bien d'avoir une vision sur le TDAH, sur la question du TDAH. Mais maintenant, je pense que la plupart des parents, des enseignants, des patients eux-mêmes, et même des professionnels, ce qu'ils attendent, c'est bien d'avoir un diagnostic, mais qu'est-ce que je fais après? Et donc, je te propose qu'on passe à la deuxième partie un petit peu de cette interview avec la question peut-être plus prise en charge, conseil, qu'est-ce qu'on peut apporter évidemment aux gens qui vont regarder cette interview. Et de commencer par... alors, voilà, il y a énormément de choses qui sont proposées aujourd'hui pour l'accompagnement, la prise en charge du TDAH. Je pense que c'est un des troubles, en tout cas, où j'ai l'impression qu'on propose le plus d'accompagnement différents. Vraiment. Mm. Et selon toi, quelle est la piste la plus prometteuse par rapport à ça? C'est-à-dire que si on doit mettre des choses en place par rapport aux patients qui ont un diagnostic de TDAH, vers quoi on devrait se diriger, en tout cas, dans un premier temps? Mais clairement, moi, je crois que c'est un travail systémique, quoi. Il faut sortir du patient, il faut sortir de la vision fermée, en fait, qu'on a parfois de vouloir traiter le symptôme, le patient, et du coup, on s'enferme, en fait, complètement. Euh, voilà, c'est vrai que autant, euh, enfin, non, j'allais dire. J'aime bien la psychanalyse, mais ça pourrait être mal interprété si je dis ça. Mais ce que je veux dire, je travaille quand même avec des pédopsychiatres, avec des formations psychanalytiques. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve que voilà, on est voilà, un être humain, il vit dans un système et il va interagir en fonction de ce qui l'entoure. Ça, c'est clair et net. Et donc, si on veut l'aider, il faut qu'on puisse atteindre, ou en tout cas qu'on puisse collaborer avec l'entourage. Et donc, c'est clair que tous les programmes de guidance parentale
parentaux, enfin, ou parentales, je pense qu'ils sont pour moi voilà, les grands gagnants enfin, en tout cas actuellement, quoi. Après, lesquels, je pense que voilà, il y a le programme d'entraînement aux habilités parentales de Barclay. Bon, moi, c'est celui que j'ai suivi. Voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être testés et validés, à voir ce que ça donne. Je suis tout à fait ouverte à tout ça. J'attends juste peut-être un peu de recul, mais je pense effectivement que c'est une très bonne idée. Mais de nouveau, là, c'est un avis tout à fait personnel et pas du tout scientifique, puisque j'ai pas de regard, j'ai pas de recul. Mais je pense que travailler avec le parent, c'est indispensable, et voire même avec la famille, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'au début, de nouveau, et ça, c'est un peu probablement l'époque de ma formation universitaire, où on pensait que faire du drill, bon, ça, maintenant, je pense que tout le monde a plus ou moins compris qu'on ne faisait plus. Enfin, bien que. Parfois, j'ai des doutes, mais en tout cas, voilà, c'est clair que travailler juste avec l'enfant en séance, enfin, c'est un non-sens, quoi. Il n'y a aucun transfert. Enfin, je veux dire, ça me paraît tout à fait absurde. Après, comme tu dis, il y a une panoplie de techniques qu'on peut utiliser. Moi, j'adore la psychoéducation. Je reste convaincue que ce sont des super outils qu'on peut proposer aux enfants. J'adore la métacognition, mais qui en fait aide la psychoéducation. Enfin, donc, finalement, l'un dans l'autre, tout s'y retrouve. La gestion mentale, c'est un super outil. Donc, tout ça sont des petites choses qui peuvent aider l'enfant, en tout cas, à trouver des nouvelles stratégies. Mais si personne dans le quotidien ne l'aide à transférer ces stratégies, ça ne marchera pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut que le parent, moi je dis toujours, c'est très bien de passer du temps avec l'enfant à expliquer comment lire mieux une consigne pour moins se faire avoir lors de ses interros, parce qu'il il a une tendance aux troubles de l'inhibition. Mais si au moment où il se plante en classe, ben, il n'y a personne pour peut-être lui dire, ah ben tu vois, en fait c'était là, faire juste une petite piqûre de rappel. Enfin, voilà, je pense que ou si le parent n'est pas du tout au courant, par exemple, de cette stratégie, ben, en fait, ça va être très bien en séance, mais en dehors, ça ne marchera pas, quoi. Donc voilà, moi je pense vraiment prendre l'enfant dans sa globalité, je le répète tout le temps, et dans les petites formations que j'ai données sur le haut potentiel intellectuel, je le dis aussi, quoi. Voilà, parfois, j'en deviens presque allergique aux étiquettes à cause justement du fait qu'on oublie la globalité, on oublie qu'un enfant TDAH, c'est pas juste un enfant TDAH, quoi. C'est un enfant d'abord. Alors oui, il a un TDAH, mais il a aussi autour de lui tout un système qui tourne et qui doit, voilà, dans lequel il doit apprendre à grandir, apprendre à évoluer. Donc voilà, j'ai plutôt un petit attrait pour la systémique pour ça, en tout cas. Mais je vais te rejoindre dans l'idée que moi, dans ma formation, c'est la même chose. C'est-à-dire que on m'a parlé beaucoup de prise en charge des enfants, c'est-à-dire, enfin, beaucoup, quand on en a parlé, mais c'est de se dire que c'est l'enfant qui a le trouble, c'est lui qu'on prend en charge, c'est lui qui est accompagné, et ainsi de suite. Et plus on avance, et plus on se rend compte que ce sont des approches, j'en parle beaucoup en formation, mais c'est des approches franco-francophones, en fait. C'est-à-dire que ces aspects systémiques, on va les retrouver beaucoup plus chez les anglophones, puisqu'en fait, tu dis c'est ton avis à toi et c'est pas basé sur les aspects scientifiques. Ben, il faut savoir en fait que oui, aujourd'hui, les recommandations vont dans le sens de la prise en charge globale, c'est-à-dire que les premières prises en charge, en fait, elles sont faites sur des interactions avec les parents, des interactions avec les enseignants, pour justement leur donner toutes les informations nécessaires, leur donner les capacités de pouvoir gérer cet enfant avant même d'entamer d'autres travaux qui effectivement peuvent être plus spécifiques au TDAH et à l'enfant lui-même. C'est vrai que tu disais, ben voilà, la psychoéducation, la métacognition, c'est de la psychoéducation. Je te dirais que c'est plutôt l'inverse. Mais oui, la oui. psychoéducation, c'est de la métacognition. La gestion. En le disant, je me suis dit. Donc, c'est l'idée, c'est qu'on a une série de choses qui apparaissent petit à petit, mais qui, au final, sont regroupées sous un gros bloc et étudiées au travers de la métacognition, d'être capable de donner la possibilité à l'enfant de réfléchir sur ses propres actions et d'être capable, parce qu'il s'est compris, parce qu'il sait comment il fonctionne, de pouvoir mettre des choses en place petit à petit. C'est vrai que ça, je pense que c'est des choses aussi, effectivement. Mais c'est vrai que si on le fait juste avec l'enfant et qu'on ne met pas en place un aspect systémique avec l'enseignant et le parent, c'est vrai que ça risque d'être plus difficile, effectivement, de transférer clairement. Donc, ok. Justement, tu dis justement cet aspect systémique. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des parents d'enfants TDAH aujourd'hui? Ils ont un diagnostic qui n'est pas toujours facile à accepter, en plus en tant que parent.
leur enfant est TDAH, si tu avais un seul conseil à leur donner, ce serait quoi? Mais je pense que c'est un peu au cas par cas, hein. Je trouve ça compliqué toujours de donner des grands conseils. C'est clair que l'acceptation, c'est pour moi la première étape. Revenir sur le diagnostic, revenir sur, ben voilà, sur vraiment ce qui est difficile pour l'enfant et ce qui ne l'est pas, en fait, pour pouvoir justement mettre en évidence les qualités de l'enfant. Donc moi, et ça, c'est une réponse enfin, c'est un conseil que je donnerais à tous, que ce soit aux parents, aux patients. Il ne faut pas oublier que le TDAH est un trouble qui ne prend, qui n'existe, enfin, qui ne prend vie qu'en présence de bonnes capacités intellectuelles. Donc, ça veut dire que si l'enfant a un déficit intellectuel, est vraiment oui, déficitaire, ben, on ne va plus parler de TDAH. Donc, parfois, en fait, juste le fait de dire ça, je trouve que c'est important. Pouvoir valoriser aussi l'enfant dans ce qu'il sait faire, parce que forcément, il sait faire des choses. J'ai pas du tout lu le livre et donc je ne connais pas le fond, mais il y a ce fameux livre d'Adrien de Wever qui est sorti, donc qui est une personnalité quand même, voilà, en tout cas en Belgique, plus ou moins connue, enfin pas même pas plus ou moins, je pense qu'il a quand même une image, voilà, il est assez populaire. Ben, en fait, voilà, rien que pour le principe, ben, je me dis que c'est pas mal, quoi. Ça montre aussi, ben, voilà, je peux être TDAH et faire quelque chose de chouette de ma vie, être heureux dans la vie. Après, comme je dis, j'insiste, je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas le contenu. Je ne sais pas non plus si c'est un diagnostic qui a été fait correctement ou pas. Donc, tout ça, je mets des pincettes. Mais en tout cas, parfois, juste pouvoir reconnaître ben voilà, les qualités, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, à une des formations que j'ai suivies, justement, en psychoéducation, c'était quoi sur la motivation? Je trouvais ça pas mal. Il y avait une liste des grandes personnalités, comme ça, ben, qui, en fait, avaient complètement raté à l'école, par exemple. Hein. Et c'est bête, mais je trouve que c'est chouette aussi. Et les enfants, ils aiment bien, en fait, qu'on leur répète. Ben, tu sais, en fait, c'est pas grave, quoi. Tu peux aussi avoir une histoire scolaire qui est pas terrible, mais faire des grandes choses après. Alors moi, j'ai un petit atout, c'est que comme j'ai eu une très mauvaise scolarité en secondaire vis-à-vis de mes patients et même des parents, en fait, ben voilà, j'explique mon histoire et c'est vrai que parfois, je vois bien dans leurs yeux que voilà, il y a un petit soulagement parce que, enfin, moi, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on change, c'est qu'on évolue et c'est que même avec un TDAH, on peut faire plein de belles choses, quoi, et qu'on peut être une très belle personne, surtout, et que c'est ça le plus important. Donc voilà, moi je dirais prendre un peu de recul quand même, essayer de voir les choses avec un peu de hauteur et pas rester focus sur le symptôme, sur ce qui ne va pas, quoi. Euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable par rapport à cette remarque, c'est de se dire que euh, oui, prendre les gens qui ont vraiment réussi avec un TDAH, c'est clair que c'est ultra important pour leur donner l'image de dire c'est pas parce que vous avez un TDAH que vous ne pouvez rien faire de votre vie. Oui, À côté de ça, est-ce que tu n'as pas l'impression que pour certains, leur donner ces images-là, ça ne va pas justement les pousser à ne pas investir dans le travail et de se dire ouais, je suis mauvais à l'école, mais de toute façon, c'est pas grave, plus tard, je deviendrai quelqu'un comme ça. Parce que on voit les quelques grandes personnes avec un trouble qui ont réussi, mais on ne voit pas forcément la liste excessivement longue de personnes qui en souffrance. sont en souffrance et qui ne sont pas arrivés jusque-là. Et cette liste, elle est 1 million de fois plus longue au Tout final. à fait. C'est bien de donner de l'espoir et de dire c'est pas parce que vous avez un TDAH que vous ne pouvez rien faire, mais en même temps, ne pas oublier qu'il va quand même falloir travailler plus que les autres pour arriver à un On est résultat. d'accord. Mais donc là, ça c'est clair et c'est ce que j'allais dire. Pour moi, la base, c'est de pas mentir, quoi. J'ai eu, et ça je la raconte souvent, cette histoire-là, que ce soit dans mes étudiants ou en formation, mais j'ai un jour eu une jeune de 21 ans qui est arrivée chez moi via une collègue psychologue qui se posait quand même des questions un petit peu sur son raisonnement, qui était clairement ben voilà, en échec aux épreuves d'intelligence. Il y avait eu un déni parental énorme. J'ai appris seulement à la remise de conclusion qu'en fait, il y avait déjà eu des bilans et que c'est une petite qui avait été, quand elle était plus petite, déjà, voilà, on avait déjà expliqué aux parents qu'il y avait un déficit intellectuel quand même assez important, mais que la manière dont on leur avait dit, c'est qu'avec de l'aide, tout va aller, ça va aller.
ben non, quoi. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas mentir. Ça va être plus difficile. Bon, ici, le cas était extrême et donc évidemment qu'il aurait fallu pouvoir quand même dire à ses parents que c'est une enfant qui n'allait pas pouvoir faire ce qu'elle voulait faire, ou en tout cas ce qu'eux projetaient qu'elle puisse faire. Mais par contre, donc, règle numéro 1, c'est clair, ne jamais mentir, il faut avoir un certain franc-parler. Mais là où par contre, je refais l'avocat de ton diable, c'est que je reste convaincue que la chose la plus importante pour nous en tant que neuropsychologue, psychologue, enfin que thérapeute, c'est le lien thérapeutique. Et le lien thérapeutique, tu peux le créer quand tu mets aussi en confiance et que tu accueilles aussi la personne en face de toi, voilà, avec ses doutes. Et donc quand je te donne l'exemple de la liste, c'est clair que c'est pas pour aller faire semblant que d'office le gamin qui est devant moi, je vais lui dire, tu vas voir, tu vas devenir Einstein. Non, ça c'est clair que parce que là du coup, alors j'enfreins ma règle numéro 1 qui est de ne pas mentir. Mais par contre, c'est juste pour lui redonner confiance et dire voilà, moi, je pense que tu as plein de belles choses en toi et que du coup, tu as les armes pour arriver à combattre peut-être tes petits démons du quotidien. C'est plus, mais tu fais bien d'amener la question parce qu'effectivement, il y a une nuance qui est très importante là-dedans. Ok, super. Justement, quand tu dis voilà, d'essayer de motiver les patients, d'essayer de l'accompagner, de créer ce lien de confiance, dans le cas d'un diagnostic chez un enfant, donc tu as un enfant devant toi et son diagnostic de TDAH, quel conseil que tu vas lui donner à lui pour l'avenir? Bah alors, donc, ça, c'est ma grande résolution de 2021, mais bon, enfin, qui me trotte déjà depuis 2020, mais vu l'année qu'on a eue, c'était pas forcément le plus évident. Mais donc, moi, j'ai vraiment un souhait tout particulier à me former cette année, vraiment au niveau thérapeutique. Donc, parce que comme je viens de le dire, donc c'est très bien, on fait des beaux liens là, c'est pas fait exprès, mais je pense, et c'est sans doute aussi mon expérience là maintenant en équipe pluri ou avec des psychologues, des pédopsychiatres, etc., qui me permet de me rendre compte à quel point, enfin de toute façon on le sait, et c'est plus que démontré, mais que rien que le lien, rien que le premier contact avec le patient va déjà amener quelque chose. Et donc voilà, moi j'ai vraiment un souhait de me former plus dans la relation thérapeutique, parce que je me rends compte que de nouveau, quand on prend l'orientation de neuropsychologie à l'UNIF, moi, le transfert, le contre-transfert, je savais vaguement ce que c'était, mais je n'avais surtout pas idée à quel point c'est quelque chose dont je devais avoir conscience, même dans ma pratique de neuropsychologue. En fait, quand le parent arrive en consultation avec son enfant, on est déjà dans un lien thérapeutique. Et donc, ça, je trouve que c'est quelque chose, voilà, pour lequel je ne me sens pas encore suffisamment formée et à l'aise. Et donc, tout ça pour dire que du coup, je pense que c'est ça que je vais pouvoir amener à mon patient. Enfin, en tout cas, j'ose espérer. Et que pour le moment, moi, ce que je fais, c'est vraiment le conseil que je donne, enfin, de nouveau, en fait, ça rejoint ce que je dis aux parents, hein, mais c'est comprendre, OK, qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'on parle, revenir sur l'évaluation éventuellement, enfin, l'évaluation qu'elle soit, quelle qu'elle soit, hein, mais sur le diagnostic, l'explication de ce que c'est clair. Il faut que l'enfant ait vraiment une compréhension de ce que c'est. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les enfants ils peuvent interpréter par manque de compréhension et pas du tout par un manque d'intelligence, hein, juste parce que ça a été mal exprimé. Le nombre, ça je crois que tu me contrediras pas, mais le nombre d'enfants qui arrivent et qui disent de toute façon c'est parce que je suis trop bête, enfin, c'est terrible, mais ça c'est ancré, je crois vraiment. Le fait, un enfant, il n'y arrive pas, c'est qu'il est bête, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Et donc voilà, donc je pense que de nouveau, quoi, moi, ce que j'aurais envie de donner comme conseil à un enfant, c'est, voilà, il y a ces difficultés, mais t'es pas tout seul, quoi, t'es pas tout seul, et donc prends l'aide là où tu peux la prendre. Et on a tous besoin des autres d'une façon ou d'une autre, donc voilà. Ok. Pas facile de savoir quoi dire à un enfant. Et c'est bizarre parce qu'on a une tendance justement à les prendre plus en charge eux que les autres. Et en même temps, il y a cette difficulté de communication, de se mettre à leur place, de se dire jusqu'où ils sont capables de comprendre certaines choses, Oui, surinterpréter leur compréhension. Parce que au-delà de dire il n'y arrive pas, il est bête, non, effectivement, c'est une évidence, mais de se dire jusqu'à quel niveau moi je dois redescendre en tant que professionnel pour faire passer le message tout à fait. convenablement. Et en fait, on a la même chose avec certains parents aussi, où on doit rebaisser pour qu'ils soient capables de comprendre, parce que pour nous, il y a des choses qui sont automatiques dans nos conversations, et c'est difficile, en fait, de pouvoir passer souvent un bon message, en tout cas de manière pertinente et approfondie. Parce que ce que Oui, je dis souvent, d'ailleurs, sur les formations, hein, c'est si vous ne comprenez pas, c'est moi qui explique mal. Et avec un enfant, je pense que cette phrase, elle est vraiment, vraiment extrêmement importante. C'est-à-dire que oui, c'est quelque chose où on doit essayer de modeler notre façon de parler
pour que la compréhension soit réelle chez l'enfant. Oui. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas très très simple. Il y a une expérience dont tu n'as pas parlé pendant ta présentation, c'est ton expérience à la Fondation Roi Baudouin. Oui, c'est vrai. Mais Avec, c'est parce que comme je n'étais pas neuropsy là-bas, enfin, je n'étais pas neuropsy, donc, tout d'un coup, j'étais plus neuropsy. qui était très intéressante parce que si je ne me trompe pas, tu travailles avec des ados. Ouais. Voilà. Ah, ces ados. Tu vois, avec les adolescents, donc où je dis toujours l'adolescence c'est une pathologie à part entière, c'est un moment de la vie qui est particulier. Et donc, d'essayer de travailler justement, si je ne me trompe pas, sur les aspects motivationnels, sur les aspects d'insertion Ouais. aussi professionnelle, si je me Ouais. trompe pas. Et donc, de se dire, ben voilà, dans le TDAH, l'adolescence, c'est très, très particulier. Donc, on sait que les relations sociales prennent vraiment le poids, les aspects scolaires ben, sont de plus en plus difficiles. Et souvent, c'est une population qui a une tendance à mettre la prise en charge un peu à distance. Donc, Oui. est-ce que tu pourrais nous faire justement partager ton expérience justement dans le cadre des adolescents qui t'a eu, qui n'étaient pas forcément TDAH, hein, loin de là, mais Non, non, pas du tout, mais comment oui. de se dire quel conseil tu devrais donner à un adolescent qui a un TDAH aujourd'hui, comment tu pourrais aller travailler cet aspect de motivation, booster justement cette... Mais je pense que la complexité de l'adolescence, enfin, voilà, c'est la phase de l'adolescence en tant que telle. Pour moi, un adolescent, il a encore plus besoin qu'un enfant et plus qu'un adulte de lien, en fait. Et donc, de nouveau, je reviens avec mon histoire, c'est que pour moi, il faut travailler d'abord le lien avant de pouvoir travailler le diagnostic et que le diagnostic va être beaucoup mieux travaillé si l'ado, il est en confiance et qu'il sait qu'il est dans une relation de confiance. Et donc, je pense que euh, oui, pouvoir redonner du sens, quoi. En fait, l'ado, il trouve pas de motivation, il n'a pas de sens, il sait pas, et en plus de ça, il se trouve nul, il se trouve moche. Enfin, il y a plein de changements hormonaux qui font que, ben voilà, c'est quand même pas rien, quoi, de traverser cette adolescence. Et donc, je trouve ça important de ne pas l'attaquer en plein avec son TDAH, quoi. Je pense que c'est important aussi, bah, de nouveau, hein, de le voir dans une globalité, mais de pouvoir leur dire, OK, bah, le TDAH, c'est sa petite valise qui va porter sans doute toute sa vie, mais il y a des moments où la valise sera plus lourde et des moments où la valise, elle va être beaucoup plus légère parce que voilà, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont... Mais vraiment, je pense que... bah, c'est vrai que moi, je travaille avec les ados, c'est très compliqué. Je travaille beaucoup en méthodo avec les ados parce qu'ils ont besoin de stratégies, ils ont besoin de trucs concrets qui vont marcher. Mais il ne faut pas se leurrer, les ados, ils ont du mal à se mettre en route, quoi. Ils ont du mal à se mettre en mouvement, enfin, oui, en action. Et c'est là que je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de créer oui, un espace voilà, qui lui soit agréable, on va dire, et dans lequel il est en confiance. Alors, un conseil que je donnerais à l'ado directement, je ne sais pas si je crois que je ne le confronterais pas, en fait, l'ado. J'aurais pas envie, parce que ça, c'est les parents qui font. Et justement, moi, je crois que j'aurais envie de lui dire que j'ai pas de conseil à lui donner et qu'il va faire son expérience, mais que je suis là. Je suis là comme backup, mais comme backup ou comme soutien. Mais ils en ont marre, les ados, qu'on leur dise tu dois faire ci. Euh, moi, mon expérience me dit que. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on leur répète toute la journée. Et donc, je suis pas sûre que je leur donnerais de conseils. En fait, j'essaierais juste peut-être ouais, d'être la plus disponible possible. Ouais. Enfin, dans toute proportion raisonnable, évidemment. C'est vrai que c'est particulier parce que souvent les adolescents, quand on les reçoit, en plus, ils ont déjà vu un paquet de thérapeutes avant, Ouais, enfin, thérapeutes, médecins et autres. Ils ont déjà eu pas mal de ouais. prises en charge. C'est vrai qu'ils sont rarement très, 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 très motivés à venir en consultation avec cette idée qu'ils ont de toute façon l'impression d'être pas compris et la plupart du temps, ils n'ont pas vraiment tort. Donc, Oui, et je pense vraiment qu'ils ont besoin de se. Enfin, en tout cas, moi, de l'expérience avec mes jeunes donc de Boost, donc du programme Boost de la Fondation Baudouin, donc ce n'était pas du tout des patients, hein, des jeunes avec des troubles. Mais ce qui a été, enfin maintenant, en plus que j'ai un peu de recul, ce qui me reste, c'est la relation, par exemple. Ce qui me reste vraiment du travail qu'on a fait ensemble. Et pourtant, donc c'était vraiment un programme de soutien.
Enfin, en gros, le projet, c'est les amener vers le premier emploi. Et donc, ben voilà, avec tous des ateliers de développement personnel, aussi justement recherche de talent, etc. Et en fait, ben, on a fait plein de choses. Mais moi, ce que je retiens vraiment d'eux, c'est le lien que j'avais avec eux. Et donc, parce que je pense qu'en fait, c'est ça qui. Enfin, il faudrait leur demander. En fait, ce serait une bonne question à leur demander. Mais ils me disaient souvent, en rigolant, que j'étais un peu leur deuxième petite maman. Avec ben, le côté que je ne le suis pas et donc je n'ai pas ce rôle de ils n'ont pas de compte à me rendre, mais je suis là quand même quoi. Et je trouve que la nuance elle est quand même importante et je pense qu'ils ont parfois besoin de ça en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué les ados, mais voilà, c'est compliqué surtout pour eux. Donc Tu parlais à un moment, tu as abordé la question, mais juste 3 secondes et demie, donc je rebondis là-dessus. C'est je sais pas si je suis TDAH ou pas. Tu vois, t'as abordé la cette grande question. la grande question. Euh, Question que j'ai longuement entendu, enfin, que j'ai surtout entendu des autres pour moi. Tu vois, en se disant, ah, mais oui, c'est Ouais, toujours pas passer le pas parce que je pense vraiment que non. Mais dans le cas d'un diagnostic on de se la TDAH, pose, on se la pose un peu tous, je pense. Hein. mais je pense, oui. Mais à partir du moment, c'est vrai que je considère pas avoir de problème avec ça, donc en soi, ça me perturbe pas. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus ces adultes qui se posent pas mal de questions justement sur le TDAH ou pas. Et quand le diagnostic tombe, souvent, on a l'impression comme ça qu'ils ont un soulagement d'essayer de bien. Ça y est, j'ai compris tout ce que j'ai vécu au travers de ça. Bon, après, il y a des surinterprétations, comme on le voit. On attribue Voilà, au TDAH des choses qui ne sont pas du tout du TDAH. Mais effectivement, quand on a un diagnostic de TDAH à l'âge adulte, se pose pas mal de questions. Et donc, comme pour les autres, comme pour les enfants, les parents et ainsi de suite, si tu reçois un adulte qui vient en consultation et qui présente ce diagnostic de TDAH, quel est le conseil que tu aurais tendance à lui donner, en tout cas? mais alors, en fait, ce qui est compliqué, je trouve, dans cette question-là, mais en fait, enfin, ce qui est compliqué pour toutes les populations d'ailleurs, hein, pas que pour l'adulte. Moi, j'ai développé une espèce de méfiance, c'est un peu terrible, hein, mais de méfiance pour le diagnostic, en fait. C'est que quand je ne sais pas comment ça a été fait, ou quand, ou par, enfin, par qui, je n'ai pas d'a priori sur personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il il y a quand même des démarches qui sont assez différentes. Et donc, en fait, euh, ben, régulièrement, il m'arrive en fait, face à mes patients, mais justement d'aller en fait chercher un peu, ok, mais donc qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui aujourd'hui est encore difficile pour toi? Et voilà, ça peut être par exemple, je sais pas moi, ben, j'oublie tout le temps mes affaires, quoi. J'oublie tout le temps mes clés ou je perds mon portefeuille. Je sais pas, j'invente, c'est le premier truc qui me vient, mais euh, la question, c'est, OK, est-ce que ça, c'est important que ce soit lié à un TDAH ou est-ce qu'on peut juste se dire que voilà, c'est embêtant parce que c'est embêtant de perdre ses clés en fait. Et en fait, c'est ça le plus important pour moi, c'est aller traiter le symptôme, quelle que soit son appartenance à un trouble ou pas, ou à l'étiquette qui lui est posée. Et donc, moi, je fais un peu le parallèle avec le HP parce que c'est vrai que bon, voilà, pour le moment, j'ai beaucoup bossé là-dessus, mais régulièrement, j'ai des jeunes adultes qui viennent avec des questionnements sur le haut potentiel. Et j'ai parfois envie de leur dire, bon, déjà, il faut démonter tous les mythes qu'il y a autour de ça, mais il y en a aussi plein au niveau du TDAH. Et donc, est-ce que c'est important de savoir si ce qui me gêne aujourd'hui, enfin, à quoi est-ce qu'il est lié? Je pense que oui, le diagnostic est important dans toute une série de cas, mais il ne l'est pas toujours. Et c'est notre rôle aussi de pouvoir définir quand est-ce que le diagnostic va vraiment avoir un rôle. Par exemple, dans le cas de peut-être de déni ou quoi, je pense que là, dans ces cas-là, ça peut vraiment être important quand même de se dire, OK, mais en fait, enfin, il y a des personnalités à qui ça va peut-être être, allez, plus bénéfique, entre guillemets. Mais en même temps, le plus important, si on regarde vers l'avenir, quoi, si on regarde devant, le plus important, c'est quoi? Ben, c'est traiter le symptôme, c'est traiter ce qui pose problème et avancer. Et donc, par rapport à l'adulte, c'est vrai qu'il y en a quand même, voilà, il y en a quand même pas mal. Moi, comme je travaille principalement avec des enfants, enfin là maintenant à l'hôpital, j'en ai plus.
ou très rarement. Avant, j'en ai eu quelques-uns, mais alors c'est marrant parce que dans ceux que j'ai eus, c'était pas des TDAH, quoi. C'était des conséquences, allez, je dirais que j'en ai deux là que j'ai en tête. Tous les deux, c'était des burn-out, donc avec clairement des aspects un peu dépressifs. Et du coup, forcément, des symptômes qui sont un peu mélangés, quoi. J'oublie tout, c'est l'ascenseur émotionnel. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être quand même vachement confondues. Et donc, c'est là que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village aussi, de dire, OK, mais d'où vient le symptôme? Mais c'est pas toujours. Moi, je reste convaincue que c'est pas toujours faisable, enfin, que c'est pas toujours si facile, quoi. Ah non, non, c'est clair que le diagnostic de TDAH à l'âge adulte, pour moi en tout cas, je pense que c'est le diagnostic le plus difficile à poser. Parce que c'est des symptômes qui Oui, sont très transversaux et qui sont difficiles à mettre en évidence dans le temps. Quand est-ce qu'ils sont apparus? oui, parce que ça peut être, voilà, il peut, avec cette notion de ça vient et ça s'en va, enfin, ça c'est de plus en plus c'est fort ou pas fort, c'est clair que du coup, on a tendance à dire, enfin, quelle est la part de la compensation? C'est impossible de savoir ça. Ouais. Je trouve que c'est très, très, enfin, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué en tout cas. Mhm. Et donc c'est vrai que d'autant plus chez l'adulte, je pense qu'il y a tout l'aspect, oui, compensation et comment est-ce qu'on peut appeler ça? Euh, Mise en place un peu oh, je sais même pas, je trouve pas le bon mot, mais euh, ouais, un peu le déni, mais aussi le fait un peu de se barricader, quoi. Enfin, il y a quand même, on a des défenses, quoi. Et donc, je pense que les défenses sont plus fortes à l'âge adulte. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'à l'enfance, enfin, que chez un enfant. Et donc, c'est clair que il y a peut-être plus de manipulation aussi. C'est quand même bon. Après, oui, il y a les questionnaires, mais il y a quand même aussi ce que le patient va raconter d'emblée, qui peut biaiser quand même aussi l'interprétation, quoi. Même si évidemment notre job c'est de pas faire juste un entretien et de se baser juste sur ce que le patient dit, mais voilà, je pense que oui, pour l'âge adulte c'est quand même compliqué et je peux comprendre que ça peut être une révélation. Moi je pense que ça peut permettre de comprendre, mais que ça doit pas tout d'un coup être, ça doit pas changer une vie, quoi. Ça peut changer une perception, ça oui. Ça peut soulager aussi de se sentir, justement, de se déculpabiliser. Ça, je pense que c'est important. Parce que de nouveau, cette déculpabilisation va ramener peut-être une meilleure confiance en soi. Et pour moi, c'est ça qui va améliorer la situation. Mais c'est par conséquence indirecte, quoi. Donc le conseil, c'est de peut-être pas tout attribuer au TDAH et pas de se soulager par cette étiquette, pour le coup, Oui, qui va être posée, mais de continuer à essayer d'avancer par rapport à qu'est-ce qui vous pose problème, quoi. Des choses ouais. très fonctionnelles du quotidien. Concentrez-vous là-dessus. Et même Même si... si je peux imaginer qu'il y a des situations, enfin, voilà, moi j'ai dans mon entourage des familles où c'était, voilà, des familles très strictes avec une éducation très sévère, où on ne pouvait pas faire un pas de travers. Ben, je peux imaginer que pour des enfants qui ont souffert de ça parce il y avait peut-être enfin, un TDAH et que du coup c'était extrêmement compliqué, mais qu'on ne leur disait pas que c'était à cause de ça, je peux imaginer qu'il y a un soulagement qui arrive, de se dire, bah, ok, en fait, j'y pouvais rien, enfin, quelque part un enfant qui est TDAH, qu'on ne prend pas en charge et qui doit survivre dans un milieu comme celui-là, c'est clair que il y a toi faire baisser la confiance en soi et voilà et tirer vers le bas entre guillemets l'enfant. Donc je peux imaginer que ça peut être un soulagement. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais en tout cas ça ne justifie pas le fait qu'il ne faut plus rien faire. Moi, je trouve que c'est ça le danger. Le danger du diagnostic, c'est voilà, j'ai mon étiquette et maintenant, foutez-moi la paix. Si j'oublie tout, c'est pas de ma faute, quoi. Ou si je suis un peu désinhibée et que je dis ce que je pense un peu trop franchement, c'est parce que je suis TDAH, quoi. Bah non, à un moment donné, voilà, il y a des stratégies qui s'apprennent même à l'âge adulte. Ok. Euh, il y a une dernière catégorie de personnes que j'aimerais qu'on aborde et à mon avis, ont besoin aussi d'accompagnement et de conseils, ce sont les enseignants. C'est vrai qu'on est face à des enseignants, enfin, classiquement, je pense que tu l'entends aussi, hein, mais qui vont dire j'ai de plus en plus d'élèves TDAH dans la Mhm. classe, j'ai de plus en plus de troubles d'apprentissage, d'ailleurs au sens large, hein, de troubles dans la Ouais. classe. On me demande de mettre des aménagements à gauche, à droite. Mais au final,
à ces enseignants, quel conseil, toi, que tu leur donnerais pour essayer justement qu'ils arrivent à comprendre leur élève, pour qu'ils mettent, ou pas, c'est possible, des choses en place pour eux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour faciliter un petit peu leur quotidien qui est, en plus, dans cette période-ci, qui ne doit pas être vraiment, vraiment simple, C'est clair. justement, euh, pour essayer justement qu'ils se disent, je dois les prendre en compte également. Mais en fait, alors moi, pour moi, les enseignants, c'est nos meilleurs amis ennemis, dans le sens où ça devrait être juste nos amis. Et malheureusement, en fait, il y a un truc là qui passe pas, hein. Il y a un truc qui est compliqué parce qu'on leur amène des choses qui sont pas faciles à gérer. Euh, et en fait, mais ça de nouveau, vraiment, je croise les doigts pour que d'ici 10 ans, les choses aient quand même un peu évolué. Euh, En fait, ce qui est compliqué, c'est que de un, ils n'ont pas la formation, ils manquent clairement de formation. Après, qui rend les choses compliquées, c'est que le but, c'est pas que tous les profs soient psy, parce que ça n'a pas de sens. Euh, mais donc, il y a vraiment, de nouveau, hein, il y a un truc là entre les deux sphères qui est pas tout à fait clair et voilà, qui empêche une communication qui soit suffisamment fluide et efficace. Mais donc, le conseil que moi j'ai envie de donner, et c'est celui que j'ai donné quand j'ai été faire des petites présentations à des enseignants, ça n'a pas toujours été des présentations faciles d'ailleurs, parce que je pense que les enseignants sont un peu parfois sur la défensive à cause du quotidien, de ce qu'ils vivent. Je peux imaginer que si... je me souviendrai toute ma vie d'une enseignante qui avait été mais vraiment presque un peu rude avec moi, quoi. Je ne lui en veux pas du tout parce que je crois qu'elle traduisait juste son ras-le-bol, et je ne pense pas que c'était dirigé contre moi en tant que personne, enfin, même ça j'en suis sûre, mais qui m'avait dit, vous vous rendez pas compte, moi j'ai, je ne sais plus comment elle avait dit, 7 ou 8 rapports sur mon bureau sur une classe de 18. Donc de rapports de soi-disant troubles d'apprentissage, je ne sais plus si c'était que des TDAH, mais à l'époque on parlait beaucoup de ça, donc je pense qu'elle prétendait avoir 7 ou 8 TDAH. Donc voilà, donc concrètement, bah déjà ça c'était pas, moi je lui ai fait comprendre que c'était pas possible. Je lui ai aussi dit que j'étais vraiment désolée et que je m'excusais pour la profession, parce que si vraiment ils étaient tous TDAH, c'est qu'à un moment donné il y avait des très mauvais neuropsy dans la bande, parce que statistiquement c'est quand même peu probable. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est compliqué. Je pense que oui, il y a du mauvais travail qui est encore fait, et encore trop souvent. Et donc, effectivement, il y a trop d'enfants qui sont étiquetés TDAH alors qu'ils ne le sont pas, qui arrivent avec des exigences auprès des professeurs qui sont tout à fait irraisonnables. Donc, moi, je rappelle toujours hein, l'idée des aménagements raisonnables au niveau des obligations légales. Au niveau de l'enseignement, ben, c'est qu'un aménagement raisonnable, c'est un aménagement qui doit avoir été posé. C'est pas juste arriver à la veille de l'examen avec une lettre qui dit le neuropsychologue a dit que je pouvais avoir plus de temps et être dans une autre classe. Non, c'est pas vraiment ça. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il faudra du temps pour que toutes ces règles soient respectées. Mais donc, enfin, voilà, je m'évade un peu, mais ce que j'ai envie de dire aux enseignants, c'est en fait, chaque petite chose que vous mettez en place pour un TDAH, il n'est que bénéfique pour un enfant qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes formations, c'est qu'en fait, ils ont l'impression que ce qu'ils doivent faire pour l'enfant TDAH, c'est un truc en plus. Alors qu'en fait, il suffirait d'une fois, un été. Bon, alors évidemment, ce n'est pas du tout la bonne période pour leur demander du boulot en plus. Je suis assez consciente de ça. Mais un jour, quand la situation sera un petit peu plus calme et que, voilà, que ça pourrait, voilà, si ça peut se mettre, je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent se mettre en place dans une classe ou dans la façon d'enseigner qui vont permettre aux enfants TDAH de faire des bons, de franchement suivre de manière beaucoup plus efficace et qui vont simplement n'avoir aucun impact sur l'enfant qui n'a pas de problème. Il va juste trouver ça mieux. Il va juste aussi bénéficier de ce qui aura été mis en place, mais pour lui, ça ne changera rien. Et donc, ça, c'est vraiment un truc. Et sincèrement, j'ai eu une discussion avec, voilà, avec des amis il y a déjà un petit temps, mais qui avaient du mal à imaginer ça. Quoi. Qui disaient oui, mais c'est toujours pour les enseignants et c'est eux qui doivent faire tout en plus. Moi, j'ai pas envie que mon enfant soit rabaissé vers le bas, qu'on lui en demande moins sous prétexte qu'il y a un TDAH. Ah.
Zut. Ah, t'es toujours là? Ouais, ouais, je suis toujours là. T'as entendu que ça sonnait et tout ça? C'est pas grave, je couperai. Voilà, désolée. Non, mais c'est parce qu'en fait, je pense que comme je suis sur ma 4G, mon téléphone est connecté et voilà. Donc, je disais, voilà, donc la peur que son enfant, du coup, soit tiré vers le bas et que, en fait, on fasse tout à l'image de l'enfant qui est en difficulté, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment pas du tout ça. Et moi, j'avais donné l'exemple. Alors, en plus, quand je commence à parler de ça, je commence à être un peu. Je pars au combat. Mais j'avais donné l'exemple. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut foutre, par exemple, que tous les enfants ne reçoivent que des pages avec un caractère plus grand, quoi. C'est un bête exemple. Mais, ou qu'il n'y ait plus de recto verso. Mais il y a l'écologie, oui, enfin, bon, il y a des feuilles recyclées qui existent, qu'on n'aura pas. Il y a peut-être moyen aussi de parfois ne pas tout mettre sur la page. Il y a des tableaux de plus en plus maintenant, donc pourquoi pas trouver une solution pour que certaines choses ne soient pas imprimées, quoi. Mais bon, bref, il y a plein de solutions, on ne va pas revenir là-dessus, mais donc vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être un changement qu'il faut avoir. En ne se focalisant pas sur celui qui va mal, mais en se disant que ce qu'on fait pour celui-là est aussi très très bien pour les autres, quoi, et que ce n'est pas infliger quelque chose de négatif à tous les autres enfants. Mais c'est vrai que ça demande peut-être un peu de boulot. Moi, je pense que voilà, ça peut demander quelques heures de travail pendant les vacances, mais voilà, je me dis, ils ont la possibilité aussi d'avoir quelques jours quand même de vacances pendant l'été. C'est peut-être un bon moment pour remettre certaines choses en place. Et je ne suis pas sûre que ça prend autant de temps. Et après, c'est clair qu'il faut peut-être être aidé, mais je pense qu'il y a plein de neuropsy qui sont tout à fait prêts à superviser des enseignants. Moi, je veux bien d'ailleurs. Mais donc, il y a plein de petites choses, ou même dans toutes les formations en orthopédagogie, etc. Moi, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui sont très compétentes et qui peuvent tout à fait aider ces enseignants à mettre des choses en place simples, efficaces et qui aideront tout le monde, quoi. Mhm. Et c'est vrai que par rapport à ça, dans les aspects, je reviens sur ma marotte de la recherche, mais sur les efficacités, en tout cas de prise en charge au niveau scolaire, au final, on s'aperçoit que les choses qui fonctionnent le mieux dans le TDAH sont de la psychoéducation pour les enseignants. C'est-à-dire qu'une fois que l'enseignant a bien compris comment fonctionne un élève Mhm. TDAH, il adapte naturellement en fait, sa façon de faire. Voilà, tout à fait. Là, effectivement, comme tu le disais, la formation, de comprendre ce que c'est le TDAH. Pas, on n'est pas dans un cadre où, effectivement, comme tu le dis, ils doivent remplacer un psychologue. Ils ne sont pas là pour le diagnostic, ils ne sont Non, pas là non, pour, ce genre pour l'évaluation, et ainsi de suite. Même s'ils nous aident, nous, dans notre profession, par rapport à ça. Parce qu'on a besoin de leur regard tout à pour, fait. pour y arriver. C'est un travail d'équipe, comme tu le dis. Ça, je pense que c'est important. On a besoin d'eux, mais ce n'est pas leur travail de faire ce diagnostic. Ils font partie de l'équipe. C'est un petit peu ça l'idée. Mais Mais effectivement, la compréhension des troubles, je pense que pour eux, c'est vraiment indispensable. Et on sait que c'est relativement efficace, c'est-à-dire que quand on comprend, on s'adapte. Et derrière, souvent, c'est les choses les plus simples et qui fonctionnent pour l'ensemble de la classe qui ont le plus d'effets positifs pour les enfants avec des troubles. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir revenir là-dessus. oui, et alors, ça, je dois peut-être pas le dire dans la vidéo, sinon on va me piquer mon idée. Mais ça fait longtemps que je pense à ça, mais je pense qu'il devrait, voilà, que ce serait bien qu'il y ait un canal de communication entre aussi enseignants et professeurs et parents. Je pense qu'il y a trop peu de contact entre les enseignants et les parents parce qu'ils voient ça comme un fardeau, mais ils le voient comme un fardeau de nouveau parce que les choses sont pas mises en place. Et je pense que c'est un tout, quoi, et qu'il y a clairement quelque chose de plus fluide qui pourrait se passer et qui améliorerait la situation de l'enfant. À mon avis, rapidement, quoi. Parce que de nouveau, quand on parlait de systémique tout à l'heure, l'école, c'est aussi son système. C'est pas le noyau familial, mais ça fait aussi partie du système de l'enfant. Mais comme je dis, hein, c'est vraiment ce principe aussi de dire qu'on est dans un monde où on a une quantité de canaux de communication qui sont à notre disposition. On a tous les moyens. Je ne pense même pas forcément qu'il y ait besoin de créer de nouvelles choses aujourd'hui en termes d'outils de communication, et pourtant on ne les utilise pas. C'est-à-dire que pour des choses essentielles, ce sont des trucs qu'on ne les utilise pas. Je veux dire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler, parce qu'avoir un cahier de communication, une farde, un truc avec les choses qui se perdent, notamment dans le TDAH, le cahier de communication, je veux dire, une fois sur deux, on perd les affaires qui sont dedans. Ouais, Donc, il y a des moyens de communication qui existent et qui permettent d'aller plus loin, et pourtant on les utilise très peu. Et donc, c'est vrai tout que à fait.
Ça reste important. Ok. Mais écoute, on arrive doucement à la fin de l'interview entre nous deux. Et, euh, et j'ai envie de finir donc par deux petites choses. Euh, Première chose, si tu as des recommandations de lecture, parce que tu sais que je suis un grand fan de lecture et je lis quand même beaucoup. Et si tu avais des recommandations de lecture pour d'un côté des parents, de l'autre côté des professionnels autour du TDAH, est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête par rapport à ça? Mais alors, pour être tout à fait honnête, ça fait longtemps que je n'ai pas lu vraiment sur le TDAH, en tout cas en termes scientifiques, parce que c'est vrai que, comme je disais, je me suis fort attardée au potentiel ces derniers mois, voire années. Mais alors, j'ai quand même sorti ce bouquin-là, Ouais, que, pour être honnête, je n'ai même pas encore terminé. Mais alors, je l'aime bien, en fait. Bon, alors, même s'il n'est pas sur le TDAH, hein, donc on est d'accord, c'est pas tip-top le sujet que tu demandes, mais j'aime juste bien le franc-parler, en fait, et le côté, ça remet un peu l'église au milieu du village, quoi. Et je pense que, bon, voilà, Louis Verra, c'est quand même quelqu'un de compétent, hein, on peut, voilà, je pense qu'on ne doit pas trop s'inquiéter là-dessus. Mais du coup, peut-être que pour les enseignants, par exemple, ça peut être pas mal. Pour les parents aussi, ça peut être pas mal. Alors peut-être que pour les professionnels, moi ce que je trouve bien, c'est que parfois, alors ça donne un peu des idées de comment communiquer aussi, quoi, de pouvoir. On est parfois un peu démunis de se dire est-ce que je peux dire ça à un parent, sur quoi est-ce que je me base. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des petites choses. Voilà, par exemple, c'est marrant, mais ici, oui, mais c'est plus par rapport au potentiel, mais il parlait d'autonomie, de prise de conscience et tout. Mais donc voilà, je pense que oui, je sais pas, moi j'aime bien le côté vulgarisé, quoi, en fait, enfin, le côté facile d'accès, et même si, voilà, si c'est pas tip-top un livre sur les dernières données, par exemple sur le TDAH, je pense que c'est aussi des livres qu'on doit avoir dans nos bibliothèques, quoi. Donc voilà, Louis Vera, oui, tous précoces, tous hyperactifs. tous hyperactifs. Ok. Tu le recommandes donc pour l'ensemble, les parents, les professionnels et, Ouais, je pense quand même, moi et ici, tu vois, c'est bête, mais ça, cette phrase-là, je l'aime bien, quoi. Ouais, Parce qu'en fait, c'est vraiment ça la question. C'est vraiment. qu'est-ce qui se cache derrière tous ces diagnostics finalement Ouais. dans la société de manière générale. Mais ça, c'est une autre question que. Oui. Qui nous prendrait des heures à échanger sur le sujet. Ouais. Ok. Mais en tout cas, je vais te remercier en tout cas d'avoir répondu. Mais merci à toi, c'était super chouette. Donc, euh, j'espère que je t'ai pas trop mis mal à Mais l'aise non, sur certaines questions et ainsi de suite. Ça tu serait... m'as pas trop mis mal à l'aise par rapport à mon manque de connaissances sur les dernières données, donc c'est bien. Mais l'objectif, de toute façon, c'est de se dire que de un, on lit pas tous, on s'accorde pas forcément tous le temps de lire ça. Donc, et que moi, dans l'objectif de ces interviews, c'est de voir avec des gens de terrain, quoi. C'est de se dire, OK, des gens qui sont confrontés aujourd'hui, quelles sont leurs représentations, quelles sont leurs connaissances par rapport au TDAH et ce qu'elles peuvent apporter dans ce cadre-là, en sachant que même si tu dis ne pas être à jour, tu as cette conscience de dire qu'il faut savoir ce qui se passe dans la recherche. Et ça, Ouais. pour moi, c'est extrêmement important. Donc, En tout merci. cas, ça permet de pas dire pas avancer des bêtises, quoi. Voilà. Juste, juste avoir. Mais non, mais c'est bête, mais moi je retiens toujours ça, c'est que je trouve ça, c'est important d'être humble en fait et de pouvoir juste, j'essaye en tout cas, quand j'avance quelque chose, de dire voilà ce que moi j'en sais, mais peut-être qu'entre-temps il y a d'autres choses. Mais j'essaye en tout cas de ne pas oublier, de dire que voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, que les choses évoluent, que ça va encore évoluer et que peut-être que je me réécouterai dans 10 ans et je dirai mon Dieu au secours. Mais voilà, avoir l'humilité aussi de se dire, ben voilà, c'est comme ça aujourd'hui, quoi. Exactement. Enfin, et c'est ça que je sais aujourd'hui. Oui, c'est vraiment cette idée-là que moi j'essaye de défendre aussi petit à petit. Juste prendre 3 minutes, peut-être, pour que tu nous parles rapidement donc, des neurotransmetteurs et du colloque du mois Ouais. de mai. Donc, Alors, c'est bien en fait, c'était une interview promotion en fait, c'était pas prévu, mais ah, c'est bien, j'aime bien les effets de surprise. Donc, neurotransmetteurs, donc c'est une association de 3 neuropsychologues, donc Sébastien, que vous avez ici, Judith Elson, donc vous aurez aussi l'occasion visiblement d'écouter, et moi-même. Et donc, on a créé ce projet dans l'idée de faire de la diffusion donc plutôt grand public, mais aussi pour professionnels, de données
scientifiques qui soient un petit peu traduites. Donc, j'aime pas utiliser le mot vulgariser, mais bon, c'est quand même un peu ça. Et ben donc voilà, c'est un projet qui a été lancé pendant le premier confinement, et donc c'est vrai que je pense que c'est pas la meilleure année. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup. Sept a beaucoup aussi, Judith a beaucoup aussi, et donc c'est vrai que pour le moment, on s'est vraiment arrêté sur l'organisation de notre premier colloque, qui est un colloque sur le haut potentiel intellectuel, donc sur vraiment les avancées scientifiques et le regard clinique. Et donc, on a une brochette d'intervenants de feu de Dieu qui vont venir nous parler du haut potentiel intellectuel selon leur domaine d'expertise, donc que ce soit la recherche ou la clinique. Sincèrement, on a brassé quand même, je trouve, ouais, comme je dis, une belle brochette, c'est-à-dire qu'on a vraiment des chercheurs qui pointus sur la question, on a des cliniciens, on a des psychologues, mais aussi des médecins. Donc, enfin, voilà, on a je suis en train de dire médecin, mais en fait, non, il n'est pas médecin, il est docteur. Ouais. Mais donc, bref, en tout cas, on a, je trouve, un regard qui va être assez global. C'est donc un colloque qui aura lieu les 6 et 7 mai 2021 à Bruxelles, en présentiel. Ouais. En présentiel. Inch'Allah, comme dirait l'autre. Mais donc, on espère. Donc, pour déjà répondre à la question de ceux qui se poseraient la question et qui ont été jusqu'ici, c'est que oui, le distanciel, on essaye de l'éviter parce que notre souhait vraiment premier, c'est des échanges, quoi, c'est de pouvoir échanger. Et donc, c'est clair qu'il y a plein de super techniques de distanciel qui existent maintenant, mais on avait vraiment envie d'avoir les gens sur place, d'avoir des moments d'échange et de pouvoir rencontrer les gens autour de cette question. Donc, on fera tout notre possible pour que ça ait lieu en présentiel. On verra d'ici là ce que l'avenir nous réserve, mais on y croit en tout cas. Voilà, et il y a déjà un deuxième colloque qui est en préparation, mais ça, on ne peut pas encore vous en dire beaucoup plus. Mais donc voilà. Donc, je vous mettrai toutes les informations donc, ici en dessous. Je vous mettrai la référence du livre que Hélène nous a présenté. Et donc, je vais te remercier vraiment énormément pour avoir réalisé Merci à toi. cette première. Donc, elle est vraiment la première à être passée Ouais. sur le grill par rapport à cette interview. Et donc, on va se retrouver. Donc, je vais essayer de faire une publication de vidéo toutes les 2 semaines à peu près, avec une interview à chaque fois d'un professionnel, mais également, vous allez voir, j'ai prévu d'interroger des parents d'enfants TDAH, patients adultes avec un TDAH, qui répondront également à ces questions, des médecins et chercheurs et cliniciens. Comme ça, on essaiera vraiment d'avoir un panel relativement large de personnes confrontées au TDAH pour essayer de faire un peu un état des lieux en fait en 2021 de ce qu'est le TDAH aujourd'hui. Donc, Super. merci à tous d'avoir projet. suivi. Merci en tout cas, Hélène, et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao. Salut.